Et maintenant, nous allons ouvrir et étudier ensemble un dossier spécial de Télémidi, un dossier spécial Fos-sur-Mer avec la participation de M. Jérôme Monod, délégué à l'aménagement du territoire. Vous vous en souvenez sans doute, Télémidi avait été réalisé en direct le 8 octobre dernier de Fos-sur-Mer, qui est en train de devenir le plus grand chantier du monde. François-Henri de Virieu et ce spécial Fos-sur-Mer. Eh bien, il y aura 10 ans dimanche prochain, c'était le 7 mai 1962, le gouvernement approuvait un projet des autorités du port de Marseille. À l'époque, il s'agissait simplement de décongestionner ce port, d'en créer un second au pied d'un petit village fortifié de la Crau, Fos-sur-Mer. Depuis, ce projet modeste a fait son chemin. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de décongestionner le port de Marseille, il s'agit de renverser tout un équilibre économique, de faire contrepoids à l'Europe du Nord et de l'Est qui, depuis la révolution industrielle, s'est développée beaucoup plus vite que les autres régions. C'est, je crois qu'on peut le dire, le plus audacieux pari de géographie volontaire que la France ait jamais tenté de son histoire. Il s'agit de construire en moins de 30 ans, en rase campagne, une ville de plus d'1 million d'habitants, une cité qui sera une ville industrielle et portuaire. Cette greffe prendra-t-elle? Peut-on faire vivre le pays de Pagnol au rythme des sirènes d'usine? Est-ce d'ailleurs souhaitable? De toute façon, il est aujourd'hui trop tard pour faire machine arrière. Mais vous allez le voir, à Fos, qui est devenu, comme vient de vous le dire Jean-Pierre Elkabbach, le plus grand chantier du monde, eh bien, les promesses de demain sont un peu atténuées par les difficultés d'aujourd'hui. Une enquête d'Édouard Laure. Superficie égale à celle de la ville de Paris, Fos-sur-Mer donne le vertige. Travaux commencés en 1965, 3 ans plus tard, le quai minéralier reçoit le premier navire transportant de la bauxite d'Australie. Dans son sillage, un pétrolier de 200 000 tonnes. Vertige de chiffres, près de 10 milliards d'investissements, le prix de 2500 km d'autoroute. Les Marseillais n'en croient pas leurs yeux. Fos est devenu le plus grand chantier d'Europe et pourtant les industriels étaient sceptiques. Méditerranée et soleil ne sont pas forcément synonymes de bénéfices, sauf peut-être pour les métallurgistes. Tous rêvent de voir la mer, de recevoir au meilleur prix, en réduisant les frais de transport, les minerais de l'étranger. En décembre 69, la décision est prise à Paris. Un ensemble sidérurgique produira en 1980 8 millions de tonnes d'acier, plus du tiers de la production actuelle, la plus fabuleuse réalisation industrielle jamais entreprise. De ce train continu de laminage, 1,5 km sortira les premières tôles dans un peu plus d'1 an. Près de 90 entreprises s'occupent du chantier. 90 entreprises qui ont fait de Fos-sur-Mer une gigantesque usine, pôle d'attraction de milliers d'ouvriers. Chaque jour, il en arrive une trentaine de tous les coins d'Europe, du Portugal mais aussi de Lorraine. En vérité, Marseille est une zone de sous-emploi et un certain chômage sera probablement résorbé du fait de l'opération Fos. Encore qu'il y a des problèmes de qualité, il faut s'assurer que les gens qui sont actuellement en chômage puissent effectivement occuper les emplois qui leur seront offerts par l'industrie. On peut considérer que nous aurons vers 1975 ou 1976 7000 emplois directs du fait des industries déjà installées, sans tenir compte effectivement des ouvriers que nous appelons de chantier, c'est-à-dire qui construisent les usines. Il est certain que le rythme de développement de ce nombre d'emplois dépend du succès de la zone et pose d'ailleurs d'autres problèmes, mais nous espérons atteindre en fin de 6e plan 10 000 emplois directs. D'autres problèmes. À Fos-sur-Mer, on a aussi des grèves. En même temps que le soleil, les immigrés de Lorraine ont découvert le Mistral. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que les autres sections d'entreprise sensibilisent les travailleurs de façon à soutenir cette grève. Les syndicats aujourd'hui tiennent réunion sur réunion et chaque jour apparaissent de nouveaux problèmes. Ils sont très nombreux. Il y a les problèmes d'emploi, les problèmes de conditions de travail, les problèmes de logement, les problèmes de transport,
hein, et les problèmes des équipements collectifs pour tous les travailleurs qui arrivent ou qui sont dans la région. Les conditions de travail. Sur certains chantiers, on travaille jusqu'à 54 heures par semaine avec des salaires inférieurs à ceux de la région parisienne. Sur place, la réalité ne correspond pas toujours aux promesses. Fos-sur-Mer a besoin d'ouvriers spécialisés, pas forcément de tous les Lorrains en chômage. Pas de logement non plus pour tous ceux qui arrivent. Inévitable spéculation, un F4 à 10 km se loue 1400 francs par mois. Alors avec sa famille, on s'installe dans une roulotte, un camp de roulotte, d'autres en profitent. Au départ, on a été accueillis pour 90 francs. Oui. Le mois suivant, Électricité et eau compris. Le mois suivant, c'était déjà arrivé à 11 000 francs. Après l'été, c'est déjà passé à 17 000 francs avec ramassage de poubelles. Et puis maintenant, une famille de 3, c'est-à-dire de 5 personnes avec 3 enfants, arrive à 23 000 francs par mois sans électricité. Quelques entreprises ont prévu un logement pour leurs employés, des baraquements pour célibataires, minimum 4 par chambre. Les responsables locaux ont rejeté par 15 voix contre 3 la création de villes nouvelles. La loi Baucher, qui prévoit ce plan d'urbanisation avec des avantages financiers, mais en contrepartie une certaine mise en commun des budgets communaux, n'est pas faite pour nous, disent les maires de la région. Et puis les conditions de transport Marseille à Fos, 45 km seulement, mais il faut traverser Martigues. C'est devenu un véritable voyage dont la durée moyenne dure de 2 à 3 heures. Le nouveau pont, qui permettra d'éviter Martigues, sera ouvert en juin. Les bouchons seront décalés de quelques kilomètres tant que le programme d'autoroute ne sera pas terminé. Les élus locaux sont en colère. Le maire de Fos a démissionné de l'UDR, au banc des accusés, les technocrates de Paris. Est-ce que les municipalités ont participé au projet d'aménagement de cette région de Fos? Les municipalités n'ont pas participé à l'élaboration des projets. L'élaboration des projets a été confiée au service de l'Orient, l'organisation de l'aire métropolitaine marseillaise, et seulement une délégation des élus, élus parmi les autres élus de la région, a participé. Et il s'agit d'une représentation politique à laquelle la commune de Fos-sur-Mer, malheureusement, n'a pas été conviée. Je le déplore. Il semble que vous soyez opposé, vous, maire de Fos, à la mise en commun avec d'autres communes d'un certain nombre de problèmes. Nous ne sommes pas opposés à la mise en commun d'un certain nombre de problèmes, lorsqu'il s'agit de problèmes que nous pouvons discuter entre nous et pour lesquels nous avons donné notre accord. Mais par contre, nous sommes opposés à des solutions qui nous sont imposées actuellement, et notamment les syndicats communautaires d'aménagement, parce que ce sont des problèmes que nous n'avons pas voulu et que nous ne pouvons pas discuter avec les autres communes, et que nous devons discuter avec l'État et non pas avec les autres communes. Bien, il faut reconnaître que chaque maire essaie de tirer la jaquette vers lui. C'est ce que l'on remarque actuellement. Prenons par exemple le cas du maire de Fos. Eh bien, actuellement, il n'est pas du tout d'accord à partager les patentes que la seule maire va lui payer dans le temps. Ce qui est un petit peu inexplicable dans la mesure où pas mal de communes vont pratiquement prendre chez elles des gens et auront des charges importantes à subventionner. Avec les moyens que le gouvernement et les pouvoirs publics mettent à notre disposition, il n'est pas possible de faire face aux charges que les urbanisations nouvelles vont imposer à toutes les communes autour du golfe de Fos, en particulier de la nôtre. Nous avons fait nos calculs. En ce qui concerne notre commune, il faut doubler la population dans le cadre pratiquement du 6e plan. Et pour faire face aux charges, aux amortissements, simplement aux amortissements des équipements, il ne s'agit pas du fonctionnement, il faudrait multiplier les impôts locaux par 4 ou peut-être par 5, ce qui est proprement impensable quand on sait qu'une famille paie actuellement 30 à 35 000 anciens francs de contribution mobilière. Multiplier ça par 4, vous voyez en 1976 quelle est la part du budget familial qui, s'ajoutant aux autres dépenses contributives, impôts sur le revenu, etc., ça n'est pas possible. Ce serait une pression fiscale intolérable. Pression fiscale trop lourde, les maires ont fait leur compte, les patentes que leur verseront les industriels ne couvriront qu'une partie de leurs charges. Monsieur le Président, est-ce que oui ou non on peut envisager une participation financière des sociétés privées qui s'installent à Fos pour tout ce qui concerne les problèmes de l'environnement? Monsieur, elle existe déjà d'ailleurs, cette participation.
Au début de l'année 1971, le préfet a mis sur pied une association qui se nomme l'AFEP. Que veut dire ce cycle? Association pour l'hébergement et les aménagements provisoires à Fos. Cette association, loi de 1901, comporte tous les industriels qui s'implantent dans la zone, tout au moins la majorité, les gros industriels, le bureau régional d'industrialisation et le port autonome de Marseille. En ce qui concerne la participation aux équipements structurants, le problème est beaucoup plus difficile. Il est évident que c'est à la puissance publique qu'il appartient au premier chef de les financer. Et pourtant, les investissements de l'État pour 1972 ont pratiquement doublé par rapport à 71. Il faut y ajouter les subventions accordées aux industriels. Fos aura fait le plein en 1980, alors seulement on saura si cette note n'est pas trop lourde et à qui elle aura profité. Alors je crois qu'il faut quand même faire le point. Est-ce que le calendrier prévu sera respecté? Écoutez, en gros, à l'heure actuelle, il est respecté pour tout ce qui est l'aspect industriel. La sidérurgie commencera à couler ses premières tonnes d'acier à la fin de 1973, au début de 1974. Sur le plan des travaux portuaires, aucun retard. Sur le plan des travaux routiers, il y a eu l'année dernière et il y aura encore cette année des crises, des congestions considérables, mais ça n'est pas étonnant puisqu'on construit à l'heure actuelle pour le plus grand chantier du monde. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'à la fin du mois de juillet, la déviation de Martigues, le pont de Martigues seront en service. On peut dire que la déviation de Fos sera en service à la fin du mois de juin. On peut dire qu'à la fin de 1973, c'est-à-dire juste au moment où la sidérurgie commencera à couler, la liaison Fos-Arles sera terminée. Et on peut dire également qu'à ce moment-là, la liaison Martigues-Marseille par l'autoroute A55 sera prête. Par conséquent, il y a un certain nombre de difficultés, celles qu'on rencontre dans tous les chantiers, mais au moment où la sidérurgie fonctionnera, l'ensemble du réseau routier, un des plus puissants de France, sera en service. Est-ce que vous trouvez tout à fait normal que l'infrastructure routière ne soit terminée que lorsque l'usine sidérurgique rentrera en service? Elle n'aurait pas dû être faite plus tôt? Écoutez, je crois qu'il n'est pas raisonnable de vouloir demander à l'État, au moment où, sur l'ensemble des régions, on a à l'heure actuelle des difficultés considérables que l'on connaît, de faire trop à l'avance des investissements considérables. J'ajoute d'ailleurs que la décision concernant la sidérurgie n'a été prise qu'à la fin de 1970. Par conséquent, il n'y a pas de raison qu'avant que la décision soit prise par ceux qui doivent la prendre, c'est-à-dire par les privés, l'État mette l'argent du contribuable sur des infrastructures dont on ne sait pas si elles seront complètement utilisées. Alors, à l'heure actuelle, il y a ce qu'on connaît dans tous les chantiers, c'est-à-dire une congestion énorme. Mais c'est une mauvaise période à passer et ce qu'il faut exiger des pouvoirs publics, et ils le feront, c'est que tout soit fait pour que, dans les plus brefs délais, et je le répète, ça sera à la fin de 1973, tout le système routier soit mis sur place sans défaut et avec la capacité maximum. Est-ce que vous avez assez d'argent? Aucun problème pour l'argent, ni sur le plan budgétaire, ni sur le plan des prêts, c'est-à-dire des disponibilités de la Caisse des dépôts, ni sur le plan des aides que l'État peut donner aux collectivités locales pour les problèmes d'urbanisation qu'on connaît. J'affirme que sur le plan financier, il n'y a pas de problème. On dit que la bataille de Fos, cette bataille du plus grand chantier du monde, est une bataille sans général. On dit que finalement on ne sait pas très bien sur le terrain qui commande. Il y a 7 administrations d'État. Alors finalement, qui est responsable de Fos? Écoutez, c'est une bataille qui est tellement grande qu'on ne voit pas tous les jours le général en première ligne. Le général, c'est le préfet de région pour l'instant. Le préfet Laporte. C'est le préfet Laporte et c'est lui qui, sur place, est celui qui a tous les pouvoirs pour mener cette bataille. Mais à Paris, bien évidemment, il y a 2 ministres qui sont éminemment responsables. Le ministre de l'équipement pour l'ensemble des problèmes d'infrastructure, routes, logements, zones industrielles, et le ministre du plan et de l'aménagement du territoire pour la conduite générale de l'opération. Ces 2 ministres saisissent tous les 2 mois un conseil interministériel présidé par le Premier ministre. Par conséquent, tous les 2 mois, le gouvernement fait le point de cette affaire. Par conséquent, les responsabilités sont claires. Le gouvernement en conseil interministériel et les 2 ministres directement impliqués dans cette affaire, et sur place, le préfet de région. Je crois que c'est clair. Dans la région, on reproche souvent au gouvernement de Paris bien évidemment, de vouloir contrôler politiquement et économiquement l'opération. On parle un peu par plaisanterie de Fos-sur-Seine. Est-ce que vous pensez qu'on a commencé assez tôt la concertation avec les communes, avec les collectivités locales, et est-ce que vous pensez que cette concertation est bien menée? Écoutez, je voudrais répondre 2 choses. La première, c'est que Fos-sur-Seine
C'est une plaisanterie sinistre puisque tout l'argent, tous les équipements, tout ce qui va être créé comme richesse directe ou indirecte se situe dans une région qui n'a jamais connu l'industrialisation, qui est la façade méditerranéenne, et c'est la raison pour laquelle Fos a été choisi contre Le Havre. Par conséquent, ceux qui parlent de Fos-sur-Seine, je pense, font une mauvaise plaisanterie. Mais il est certain que cette opération a un caractère national. On n'investit pas dans une branche industrielle comme la sidérurgie plus de 6 millions de francs actuels par jour, 600 millions d'anciens francs. On ne fait pas des investissements qui, pour 5 ans, représentent 200 milliards anciens, 2 milliards de francs actuels. Et c'est ce que fait l'État sur l'ensemble de la région de Fos, sans qu'il y ait une certaine conduite de l'opération, certains arbitrages, une certaine définition des priorités qui soient faites à Paris. Par conséquent, de ce point de vue-là, Fos, effectivement, se règle en partie à Paris. Les Mais, communes... Oui, pardon. sur le plan des communes, il est certain que c'est sur leur territoire que ces opérations vont se faire. Il est bien certain que si elles ne sont pas maîtresses de l'ensemble de l'opération, c'est elles qui, financièrement et politiquement, supporteront une partie de l'opération. Et par conséquent, il faut qu'elles soient associées. Elles ont été associées depuis longtemps pour les programmes généraux, et en particulier ce schéma directeur de la métropole et de Fos qui a été approuvé en 1970. Elles ont été associées ensuite lorsque l'on a défini les pôles d'urbanisation autour de l'étang de Berre. Elles ont été associées lorsqu'on a arrêté ce que serait la grande zone industrielle de Fos. Elles ont approuvé tous ces schémas. Elles l'ont approuvé d'ailleurs grâce à une bonne coordination et à une bonne unité de toutes ces communes. À l'heure actuelle, il y a un problème, c'est que certaines de ces communes sur lesquelles la richesse va couler, c'est-à-dire par le jeu des patentes, en particulier, souhaiteraient légitimement, à leurs yeux, conserver l'essentiel de cette richesse. Je crois que ce serait contraire à la justice, ce serait contraire à une loi de solidarité entre les communes, et ce serait contraire à la morale. Par conséquent, il faut demander à ces communes qu'elles se regroupent d'une certaine façon, qu'ensemble, elles reçoivent les fruits de cette industrialisation et qu'ensemble, elles en payent une partie des dépenses, et l'État les y aidera. C'est ce qui a provoqué une certaine crise dans les rapports entre les administrations centrales et les communes. Alors qu'est-ce que vous proposez justement? Eh bien, depuis 3 mois, nous avons beaucoup discuté et nous avons mené une concertation, comme on dit, très étroite avec ces communes. Elles se sont souvent rebellées contre les principes qui amenaient cette concertation entre l'État et les collectivités locales. Je crois que maintenant, nous sommes au fond de la crise, c'est-à-dire que nous allons pouvoir trancher pragmatiquement, un par un, les problèmes. Le préfet de région, à l'heure actuelle, continue sous sa responsabilité et de son initiative un certain nombre de discussions, et je suis persuadé que dans les semaines qui viennent, on devrait aboutir à des résultats qui soient convenables. Ce que je veux dire, pour terminer sur ce problème, c'est que s'il n'est pas question que l'État abandonne ce qui est de son ressort, il faut que les collectivités locales comprennent que leur intérêt, que leur initiative, que leur responsabilité, que si je puis dire l'exercice de leur pouvoir se fera beaucoup mieux par une association limitée concernant certains problèmes qui les concernent, plutôt que par une sorte de refus absolu de toute discussion avec l'État et de toute association entre elles. Pourtant, les communes refusent l'établissement public que vous leur proposez. Non, les communes, depuis 15 jours, ont accepté le principe de cet établissement public, mais elles n'ont pas accepté les modalités qui étaient proposées. C'est un point sur lequel on discute. C'est ça, elles ont créé 5 syndicats intercommunaux, alors que vous auriez souhaité n'en avoir qu'un seul en face de vous. Non, nous sommes d'accord pour ces 5 syndicats intercommunaux qui concernent ce qu'on appelle les SDO, les zones où l'on fait des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Le problème, c'est de savoir sous quelle forme et comment elles vont pouvoir s'associer avec cet établissement public. Ce sont précisément les points qui sont en discussion à l'heure actuelle. Et pour ma part, j'ai très bon espoir que dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent tout au moins, nous arrivions à un accord qui soit convenable. Estimez-vous normal qu'un élu local n'ait que la même voix qu'un fonctionnaire dans une délibération sur l'avenir d'une région? Car c'est comme ça que vous prévoyez. Écoutez, nous avons proposé que dans l'établissement public, les représentants élus du sol, c'est-à-dire des collectivités locales, aient la majorité absolue. C'est-à-dire qu'ils aient plus que la moitié des représentants. D'autre part, je crois qu'il ne faut pas faire une distinction entre ceux qui représentent l'État et les élus du sol. Ceux qui représentent l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires, ne sont pas diminués par rapport aux élus. Ils représentent simplement des intérêts différents, mais qui ne sont pas moins légitimes. Et par conséquent, le fait de retrouver dans des organismes qui vont gérer les affaires communes, celles de l'État, celles des collectivités locales, celles des citoyens, en bref, eh bien, ceux qui vont représenter l'État et les collectivités locales
ne doivent pas être distingués les uns des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas une certaine proportion, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé la majorité absolue aux représentants élus. Monsieur, aujourd'hui que le chantier est engagé, fallait-il vraiment faire fosse à fosse ou fallait-il le faire ailleurs, au Havre par exemple? C'est une question que certains pourraient se poser lorsqu'ils voient les difficultés actuelles, mais la réponse, comme il y a 3 ans, aujourd'hui est évidente. Il fallait le faire à Fos, d'abord parce que cela nous ouvre de nouvelles perspectives sur l'ensemble de la Méditerranée. Secondement, parce que cela est un acte essentiel pour la modernisation et l'industrialisation de ce qu'on appelle la façade méditerranéenne. Troisièmement, parce que c'est une façon de rééquilibrer sur le plan de l'industrie, sur le plan de la puissance industrielle, l'ensemble du pays. Je crois que c'est le propre de l'aménagement du territoire. Et il semble que, dans ce cas-là, les intérêts de l'industrie et de l'aménagement du territoire se conjuguaient pour choisir Fos. Je vous remercie.